bon, cette histoire-là de crème quantique, on en a parlé. Il y a eu tout un drama autour d'une vidéo de 1000 grammes. On va revenir dessus parce que c'est lui qui a en fait lancé le bad buzz, on va dire, autour de l'affaire Garlin et de sa crème. Et après, nous, on a suivi, on s'est intéressé à la question. Mais en même temps, moi, il y avait quelque chose qui me manquait dans toute cette affaire. C'était la partie un peu plus scientifique. Parce que autant le debunk de la partie communication, marketing a été fait en long, en large, en travers. On a eu des retours de plein de spécialistes sur la question. Merci à Milgram d'ailleurs d'avoir réussi à condenser tout un tas de témoignages, on y reviendra. Mais j'étais un peu resté sur ma faim parce que pour moi, il y avait encore des aspects scientifiques à explorer qui n'avaient pas forcément été faits par les gens qui ont participé aux discussions et aux débats autour de cette affaire. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant combler le trou chez nous-mêmes en proposant une émission spécialement dédiée aux biophotons qui vont être au cœur justement du sujet. Alors c'est vrai que Milgram a fait du coup 2 vidéos. Hein. Il y a eu une vidéo donc pour présenter justement le produit et le problème autour de la com du produit, donc sur cette crème quantique entre guillemets. Et puis puisque ça a suscité une réaction et tout ça, il y a eu une deuxième vidéo assez rapide de sa part pour faire une réponse en fait. Ouais, c'est vrai que déjà on a eu des éléments en fait comme j'ai revu pour l'occasion les 2 vidéos, alors peut-être un petit peu en accéléré mais voilà. Quand je revois la deuxième vidéo, je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup plus d'éléments. Il y a en particulier quelques réactions scientifiques, parce que Milgram, du coup, pour les 2 vidéos, il a demandé justement à des experts, enfin en tout cas un panel scientifique des informations, puisque n'étant pas expert dans le domaine. Et c'est vrai que dans certains commentaires, il y a vraiment déjà des bons retours, mais ça va assez vite finalement. Et je suis pas mécontent, par exemple, de m'être un petit peu intéressé à la question, surtout que c'est pas si difficile à comprendre. Et du coup, je pense que, enfin, c'est même sûr, moi, c'est déjà une partie de ce que j'ai envie de donner dans ce live, c'est un peu la compréhension. Vous verrez que c'est pas compliqué. Honnêtement, c'est pas compliqué. Il y a un raisonnement, un enchaînement de choses qui est très simple à comprendre, et ça permet de bien comprendre la situation globale au niveau scientifique. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut affirmer au niveau scientifique autour de ce sujet-là. Donc déjà une partie de, enfin je dis pas que ça va prendre longtemps, hein, mais une partie du live pour moi, ce sera déjà de vous transmettre ça, et puis après on va discuter autour de ce sujet, hein, tout simplement. Donc ce soir on va vraiment plutôt revenir sur l'affaire de la crème quantique et montrer en quoi en fait il y a un fond de vrai entre guillemets. Enfin c'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part, et c'est ça aussi qui est important je pense de réaliser, c'est que grâce à la compréhension de la science qu'on a essayé, que Garlin a essayé d'exploiter derrière, en fait on se rend compte de leur stratégie. Finalement c'est une manière de comprendre l'histoire, comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à une publicité qui finalement prétend des informations scientifiques qui ne le sont pas. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce qu'on va vous raconter ce soir, c'est que non seulement on va évidemment réitérer les critiques qui sont faites sur la campagne marketing de Garlin, mais ce qui est d'autant plus intéressant, j'ai envie de dire, et ce qui a été moins abordé sur les réseaux sociaux, c'est tout l'aspect scientifique et réel que constituent les UPE, donc les fameux biophotons, qui est un véritable champ de recherche, comme vous allez le découvrir éventuellement avec nous, quoi. La plus grosse des critiques, c'est sur le fondement scientifique qui est inexistant pour pouvoir justifier des allégations de la fameuse crème qui est censée faire rajeunir. Alors, Garlin s'est défendu en disant si en fait il y a eu des travaux scientifiques faite par notre équipe en collaboration, je crois, avec une autre université. Dans le chat, vous rajouterez les détails, je ne connais plus exactement. Mais l'idée, c'était de dire ces travaux scientifiques ont fait l'objet d'une communication par poster. Et donc, c'est là où, tout à l'heure, je parlais des posters, où il y a eu l'histoire des posters qui a été un petit peu
un petit peu controversé, mais bon bref, ce fameux poster effectivement il a existé. C'était dans le cadre d'une conférence qui s'est tenue en fin 2023. C'était c'est même écrit là la date, je me rends compte, le lundi 4 décembre. Et c'était en fait un colloque organisé. Alors en fait après au début je croyais qu'il y avait juste eu un poster dédié aux UPE, donc qui sont ces fameux biophotons, on va y revenir après, mais je pensais que le sujet vraiment des UPE était centralisé que sur un seul poster, alors qu'en vrai il y a eu toute une partie du congrès qui était consacrée à la fois à des oraux, mais pas seulement à des oraux, mais également à des posters. Il y avait toute une session poster très, très importante, donc en fait il y avait les deux. Donc voilà, là je vous montre juste le titre. Alors en fait, en essayant de rechercher le titre du poster et son résumé que vous voyez, j'ai pas réussi à remettre la main en fait sur la main sur le... Je vais y arriver, je voulais bouger un peu le truc. J'ai pas réussi à remettre la main sur l'abstract lui-même, quoi, sur la... Sur internet. Là, ce que vous avez ici, c'est juste un extrait de la vidéo de 1000 grammes, et je me demande si soit ils l'ont enlevé, soit j'ai pas réussi à retrouver le site, mais bon bref. Oui, on sait pas si on a... Le problème en fait, c'est que si Guerlain veut se défendre de ces allégations à partir de données scientifiques qui sont normalement dans ce poster-là, bah en fait techniquement on ne peut pas juger, enfin on ne peut pas accepter leur défense, puisque le contenu en fait dont on a accès, c'est juste un résumé et pas l'entièreté du poster, malheureusement. Donc à partir de là, c'est très compliqué. Surtout que quand on lit, en réalité, c'est ce que a fait 1000 grammes. Là, je ne fais que reprendre les propos qui sont déjà bien expliqués dans la vidéo de 1000 grammes. Mais si on ne s'en tient qu'au contenu du résumé, on se rend compte que le contenu du résumé, bah, d'une part, n'a pas grand-chose à voir avec les allégations au sujet de la crème. Et d'autre part, finalement, d'un point de vue scientifique, bah, il n'y a rien de si choquant que ça, voire même c'est relativement legit et les travaux paraissent tout à fait acceptables. Enfin, il n'y a pas vraiment, il y a même aucune mention d'une quelconque crème ou de traitement particulier. Il y a éventuellement une ou deux phrases un peu au conditionnel, un peu en mode ouverture, effectivement, sur la compréhension de l'évolution de la sénescence, donc c'est le vieillissement des cellules, et comment justement grâce aux UPE on peut essayer de suivre ça pour nous aider à développer de nouvelles stratégies pour lutter contre le vieillissement, tu vois, mais c'est une phrase un peu générique, un peu d'ouverture, on va dire, en mode c'est ce qu'on fait en général à la fin des papiers, à la fin des résumés pour montrer l'intérêt d'étudier ce qu'on étudie. Mais en tout cas, des ouvertures. Mais en tout cas, il n'y a aucune prétention dans ce résumé, et je pense pas ni dans le poster, à montrer que les UPE sont une technologie aujourd'hui utilisée en tant que traitement contre la vieillesse, ou même traitement contre ne serait-ce que une maladie quelconque, en fait, liée au vieillissement ou qu'importe quoi. On va introduire pour vous la notion d'UPE, donc Ultra Weak Photon, qui sont les fameux biophotons dont on parle. Donc on va prendre le temps d'expliquer ce que c'est et d'où ça vient, enfin comment est né ce champ de recherche et comment il évolue aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de ce champ de recherche et où est-ce qu'on en est maintenant, et on va essayer de répondre à la fameuse question, bah, au vu de l'état de l'art actuel sur les biophotons, quid des allégations? Bon, spoiler, vous allez voir que c'est compliqué, mais que de faire... C'est compliqué d'être dans la position de Guerlain. Voilà, c'est compliqué d'être dans la position de Guerlain. C'est très rapide de là où on en est aujourd'hui. Voilà. Sinon, sur les messages, oui, il y a Gamme Chromatique qui disait, alors je prends le truc en cours de route, mais il y a marqué une université en Europe de l'Est, je crois, donc ça c'est les collaborateurs qui étaient avec Guerlain sur ce travail. France Info les a contactés, le doyen a répondu, il n'avait pas l'air d'avoir trop apprécié, je crois, et effectivement, on comprend un peu pourquoi, parce que finalement, les travaux, pour moi, sont legit, mais c'est juste que le claim sur la crème de Guerlain sont
n'ont rien à voir en fait. Ils vont beaucoup plus loin. En fait, je suis en train de regarder, mais effectivement, c'est littéralement écrit dans les auteurs en fait du papier. Vous avez dans les pas du papier, pardon, du poster. Dans les auteurs qui ont créé le poster, en fait, vous avez un mélange de personnes qui viennent en partie de LVMH, des chercheurs de LVMH, et d'autres qui viennent de cette fameuse université de Palaki. Et donc ils ont fait une collaboration scientifique, tu vois, pour produire ce poster. Jusque là tout va bien. Et en fait, a priori, donc d'après leur réaction, les chercheurs de l'université de Palaki sont très étonnés, surpris dans le mauvais sens du terme, que justement ce genre de recherche ait pu être utilisé pour les fins marketing de Guerlain, quoi. Maintenant, on va parler de science, ça va devenir chiant à partir de maintenant. Voilà. Merci pour moi. Non, en plus, on va continuer de discuter autour du sujet. Mais là, c'est vraiment pour poser le cadre scientifique autour de cette discussion. Donc voilà. Donc la thématique, elle a lieu donc évidemment autour des effets de cette crème, et ce qui est avancé, c'est un effet sur les biophotons et sur les UPE. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc déjà, biophotons. T'es en train de dessiner des trucs là? Ah oui, c'est bon. Ouais, faut que tu bascules sur mon écran. C'est bon, regardez. Donc biophotons, déjà, j'aimerais juste clarifier un truc. Ouais, vas-y. Ça fait partie des mots de vocabulaire qui sont un peu, entre guillemets, initiés, parce qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est-à-dire que biophotons, c'est vraiment pour qu'on comprenne que ce sont des photons qui ont une origine biologique. Quand on dit biophoton, on n'est pas en train de parler d'un photon qui arrive comme ça, c'est un photon qui a été produit par le milieu biologique. C'est ça, par des organismes vivants dans lesquels il y a des réactions chimiques, et justement ces réactions chimiques peuvent être l'origine d'émissions d'un certain nombre de rayonnements, dont les fameux biophotons. Après, il y a plein de manières différentes d'émettre des photons. Et justement, les biophotons font partie, on va dire, d'une catégorie, d'une manière que d'émettre de la lumière pour les êtres vivants. Oui, donc. Vas-y, je te laisse développer. Ça marche. Pour les biophotons, du coup, donc ils sont produits par bioluminescence, et ça, pareil, il n'y a rien de sorcier. C'est par exemple, les lucioles le font très bien. Donc la bioluminescence, c'est en fait, on va avoir des substances chimiques, c'est le cas chez la luciole, on a des substances chimiques, on les met ensemble, ça réagit, et il se trouve qu'il y a émission de lumière au cours de cette réaction. Voilà, et évidemment, dans le cas de la luciole, c'est vraiment une réaction chimique qui va avoir lieu, entre guillemets, à grande échelle, c'est-à-dire qu'elle peut produire une batterie de photons, et donc du coup l'organisme est très visible. Ouais. Ici, par contre, on va parler de bioluminescence, mais cette fois-ci, c'est à un niveau extrêmement faible. Donc c'est bioluminescence, mais dans le cadre... Ouais, dans le cadre des UPE, c'est le même phénomène, mais avec beaucoup moins de photons qui sont émis. D'ailleurs, c'est dans le terme UPE lui-même, puisque c'est Ultra Weak Photon Emission. Donc, c'est l'émission de photons ultra faibles, si on traduit littéralement. Et donc, si les photons ont une émission ultra faible, ça veut dire quoi, ultra faible? Ça veut dire qu'il y a très peu de photons qui sont émis. Enfin, c'est que l'intensité des photons émis est très faible, est tellement faible qu'en fait, à l'œil nu, on n'est pas capable de les voir. C'est ça, l'intensité lumineuse de cette émission-là, elle est 1000 fois inférieure à la sensibilité de l'œil. Donc en fait, vraiment, déjà, ça veut dire que franchement, c'est masqué par n'importe quel phénomène. D'ailleurs, même... c'est marqué, il y a plusieurs... Donc déjà, ça veut dire que dans les conditions normales, si on regarde quelqu'un et qu'il y a cette bioluminescence-là, donc les UPE qui sont présents, on ne voit pas la différence entre s'il y a des UPE ou s'il n'y en a pas. Donc cette bioluminescence, d'ailleurs...
Et on le sait très bien, hein, parce que le corps humain, on le voit pas dans la nuit, on le voit pas dans le noir. Oui, donc, parce qu'on l'a pas précisé, mais là, parce que tout à l'heure tu parles d'animaux particuliers, genre les lucioles ou certaines ou d'autres animaux, voilà, pour en tout cas la bioluminescence dont on a l'habitude de voir visuellement, ça frappe à l'œil, sans mauvais jeu de mots. Mais les UPE, c'est émis par, j'ai pas envie de dire tous les organismes vivants, mais presque. En tout cas, c'est émis par les vivants. Je l'ai lu, ouais. Tu l'as lu, ok. En tout cas, c'est émis par les humains, Homo sapiens, c'est émis par les plantes, c'est émis par pas mal d'organismes. J'ai pas envie de dire tous parce que j'aime pas faire de généralité, mais en tout cas, c'est un signal de très très faible intensité et qui n'est pas l'apanage seulement d'une orchidée. En fait, parce qu'il y a un moment, moi, avant de me renseigner sur le sujet, je pensais que les UPE étaient vraiment un phénomène très spécifique, un ensemble très restreint d'espèces du monde animal ou végétal, mais en fait non. C'est-à-dire que c'est un phénomène très très global pour le coup. Oui, non, c'est vraiment, justement, t'oses pas faire la généralité, mais moi je l'ai quand même lu dans la biblio plusieurs fois. Apparemment tous les êtres vivants, après bien sûr il y a peut-être des exceptions, ok, mais déjà j'y crois pas trop quand on va voir un peu le mécanisme et voilà, donc c'est vraiment généralisé et tout. C'est juste de dire que cette lumière donc, qui est vraiment produite par le corps lui-même, le corps au sens général, hein, l'organisme, cette lumière est extrêmement faible. Donc, déjà, vous n'allez pas vous illuminer dans la nuit avec ça, et donc forcément, a fortiori, ça veut dire que déjà dans le noir, donc vous la détectez pas, et donc forcément la journée quand vous regardez quelqu'un ou quoi, ça va être totalement masqué par la lumière ambiante. Alors là, c'est directement les molécules elles-mêmes à l'intérieur de l'organisme qui vont faire des réactions chimiques, des transformations, et c'est au cours de la transformation entre ces molécules-là qu'on va avoir un moment où la molécule va s'exciter, on va passer dans un état d'excitation un peu particulier, un état dans lequel elle ne va pas rester, et en fait spontanément lorsque la molécule va se relaxer, elle va émettre de la lumière sous forme justement de lumière éventuellement visible, mais ça peut être des infrarouges ou voire des UV. J'avais vu que les UPE justement se distribuaient entre les infrarouges et les UV. Enfin, il y a toute une gamme d'UPE qui sont possibles. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté invisible des UPE est pas, c'est pas parce que c'est une émission qui est foncièrement dans les infrarouges. Enfin, si, il y a des UPE aussi dans les infrarouges et dans les UV. Oui, mais le côté, le fait qu'on ne puisse pas voir les UPE, c'est juste parce que en fait, les photons sont eux-mêmes trop peu intense, quoi. C'est une question de quantité en fait de photons. Ouais. Et voilà, c'est ça. Pour répondre, parce que ça permet de répondre à Germain aussi dans la question, parce que tout à l'heure tu as dit des photons, on parle souvent de photons peu intenses. Enfin, en fait, c'est l'émission qui est peu intense, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de photons, quoi. Mais après, c'est des photons soit infrarouges, soit de nature soit infrarouge, soit visible. C'est un abus de langage quand on dit. Non, mais ce que je dis peu intense, pardon, c'était une erreur, c'est pas ce que je voulais dire. C'est le flux de photons qui est peu intense, c'est-à-dire il y a peu de photons, il y a peu de nombre de photons. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important qu'on se corrige là-dessus parce qu'en fait, ça crée des amalgames. Il vaut mieux, c'est le flux de photons qui est peu intense. Mais les photons, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de photons, mais les photons eux-mêmes, c'est des photons qu'on connaît, que vous connaissez tous. C'est les photons du visible, de l'infrarouge, des UV. Enfin, c'est les mêmes photons qu'on retrouve dans plein d'autres cas du quotidien, quoi. Si une luciole se voit, et si on voit sa luminescence, c'est tout simplement parce qu'elle fait réagir en elle un certain nombre de molécules suffisamment pour que ça crache plein de photons, suffisamment pour que ce soit visible, pour que ce soit une source lumineuse. C'est ça. Si vous avez, tiens, je reprends l'exemple qui était chez Milgram et tout, si vous avez une bougie à 500 mètres de vous, pourquoi c'est une luminosité faible ? C'est même pas ici parce que la bougie est faible, mais c'est juste que les photons se dispersent dans l'espace et vous n'en captez qu'une petite partie. Donc ça montre bien que c'est la quantité de photons qui compte pour avoir l'intensité perçue de la source, quoi. Yes. Donc, dans le cas des ultra-weak photon emission, votre peau, elle émet des photons, mais elle en émet extrêmement peu. Voilà. C'est-à-dire, même si elle en émet en permanence, elle en émet quand même. Existe dans tous les êtres vivants,
mais ça se fait vraiment à des pouillèmes. Il faut des systèmes spécialisés comme la luciole pour que cette fois-ci, on ait des réactions qui soient, entre guillemets, faites pour ça et pour que ça crache plein de photons. Donc, c'est de dire que ce phénomène de bioluminescence existe, il existe réellement, il a été mesuré, donc ça, c'est clair et net, c'est-à-dire, ça veut dire que rigoureusement parlant, votre peau, vos cellules, elles émettent de la lumière comme une luciole, mais c'est tellement ça balance tellement peu de photons que c'est inférieur à votre seuil de détection par l'œil, et donc pour vous c'est absolument indétectable. Est-ce que tu veux pas faire une petite partie histo, d'où ça vient les UP, depuis quand on sait, ce qu'on sait, machin, parce qu'à la fois on dit que c'est récent, mais en même temps c'est tard, moi je comprends pas, vas-y explique-moi. C'est vrai qu'il y avait eu ce débat-là dans la vidéo de Milgram. Donc ils sont détectés dès 1923, donc il y a un chercheur qui les a détectés dès cette époque-là. Donc c'est pour dire que les UPE en tant que tels sont dévoilés dès ce moment-là. Après, justement, parce que ce sont des sources très faibles, c'est très compliqué en fait, surtout à cette époque-là, où on a beaucoup moins de matos et de techniques pour faire des bonnes détections. Donc en fait, il y a au moins 50 ans, pendant lequel il ne se passe pas grand-chose. Entre-temps, vers 1950-1960, il y a le développement justement des photomultiplicateurs, ce genre de technologie, c'est-à-dire en fait, on fait des tubes où en fait, quand un photon est reçu par votre dispositif, par exemple, je pense même au détecteur à avalanche, c'est-à-dire en fait, grosso modo, votre détecteur il détecte un photon, ça perturbe un électron et en fait, dans votre dispositif, vous créez une avalanche, c'est-à-dire que cet électron qui a été perturbé vient perturber d'autres électrons et ça fait une réaction en chaîne. Ça démultiplie les électrons. Ça permet de voir des signaux qui sont extrêmement faibles. Exactement, c'est pour ça qu'on appelle ça un photomultiplicateur. Ça permet de multiplier en fait le signal parce que détecter quelques photons, ça va induire un signal extrêmement faible. S'il n'y a que quelques électrons qui se baladent, c'est extrêmement difficile à détecter. Si par contre ça déclenche une réaction en chaîne qui fait qu'à la fin vous avez 1 million d'électrons qui sont perturbés, et ben ce 1 million d'électrons c'est quand même beaucoup plus facile de les détecter. Donc il y a ça qui arrive et donc plus de techno quoi. Voilà, et donc du coup, forcément, ça permet entre guillemets de démocratiser les expériences sur les UPE et relancer un peu la machine autour de ça. Et donc vraiment, la recherche va repartir dans ce sujet à partir des années 90 et après va se développer. Et après, justement, on va avoir les étapes que je vais détailler un petit peu, les étapes qui vont faire que la recherche va se construire pour aller jusqu'aux applications, et ça va être entre 1990 grosso modo et aujourd'hui avec la crème. Et aujourd'hui, non, pas avec la crème. Comment ça? avec justement le travail des chercheurs qui sont évoqués par contre dans l'abstract, mais j'ai regardé, on les voit actifs dès 2010 en fait. Donc oui, c'est un peu des noms très communs. Projet de recherche. Pour eux, c'est leur perspective de carrière. Ils sont là-dedans, ils sont dans cette interface physique-biologie et ils font leur bonhomme de chemin. Et c'est pour ça que autant pour Guerlain, on peut dire des trucs, autant pour ces gens-là, en fait, ils ont rien à voir. C'est pas parce qu'ils font une collab que, en fait, ils sont en train de comploter entre guillemets avec Guerlain. Ils ont rien à voir là-dessus. Rien qu'à chercher ces noms-là, j'ai pu voir dans leur plan de carrière, je vois une série de publications depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, donc je vois bien que ce sont juste des chercheurs qui sont en train de mener leur taf. Et je vois bien aussi que les titres sont tout à fait cohérents sur les UPE et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec. Et ça, c'est ce qu'on va évoquer. Donc oui, alors comme tu le disais, alors il y a des facteurs externes pour un organisme qui présente justement des UPE, donc ces émissions-là faibles de photons. Il y a des facteurs externes qui influent. Déjà, il y a la lumière extérieure, il y a le rythme diurne, il y a même la période de l'année. Donc, quand on regarde les organismes, entre eux, en fonction de si c'est l'été, si c'est l'hiver, c'est en fonction de la journée et tout ça, on voit qu'il y a déjà des différences dans les émissions d'UPE. Et aussi avec la concentration en oxygène dans l'air. Et les facteurs internes, c'est l'âge, enfin on a déjà détecté que l'âge, le sexe, l'activité consciente aussi pouvaient avoir des répercussions sur les émissions d'IPE des tissus biologiques. Donc ça on peut
à la limite ne pas trop comprendre pourquoi, et c'est pour ça que je vais aller un petit peu plus loin, c'est sur la notion de stress oxydatif. Donc ça, c'est l'autre notion plus biologie qui se rattache à ce sujet-là. C'est qu'en fait, donc il y a la notion de stress. Là, on peut. Tu t'es chaud pour faire une petite illustration du stress oxydatif ou tu veux reprendre la figure 1 de la review Ah non, la figure 1, elle est un peu technique quand même. Mais je peux pas le représenter. Ouais, ça c'est bien les physiciens, ça. Dès qu'on en parle de bio, il y a non, je peux pas représenter moi, c'est trop compliqué. Dans notre organisme, en fait, on respire de l'oxygène. Jusque là, ça va. L'oxygène qu'on respire, alors c'est cool, il nous permet d'avoir de l'énergie, tout ça, il y a pas mal de choses très intéressantes avec l'oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène, c'est un oxydant. En fait, c'est une espèce chimique qui va avoir tendance à oxyder. Voilà. Donc ça veut dire rajouter, s'infiltrer, on va dire, dans d'autres molécules de l'organisme. L'oxygène va venir s'incruster dans d'autres molécules et va provoquer la formation d'espèces qu'on appelle en anglais ROS. Donc c'est les réactive truc species. Ouais, réactive. En fait, c'est des attends, le terme français il est tout simple. Oui, c'est un truc. Bah, je l'ai perdu là. Attends, les radicaux libres. Ouais, c'est ça. C'est en gros la formation effectivement de ces radicaux libres vient du fait que l'oxygène qu'on inspire va foutre un peu le bordel dans notre métabolisme, dans notre organisme, en s'incrustant dans des molécules, ou du moins en oxydant, oui c'est ça, en récupérant des électrons de certaines molécules, parce que l'oxygène c'est un oxydant, donc il va vouloir choper des électrons, et donc il va déstabiliser certaines molécules, et donc certaines molécules de notre organisme qui vont devenir les fameux ROS, quoi. Les fameux... c'est un autre terme. En français, c'est pas exactement les... C'est pas grave. Attends, mais si, j'insiste. Pour... Espèces réactives de l'oxygène, c'est ça. Les espèces réactives de l'oxygène. Et en fait, ces molécules-là... Alors, attends, je finis l'explication. Mais ces fameux ROS, en fait, le problème, c'est qu'ils participent à l'oxydation de l'organisme, et donc à finalement détériorer certaines des fonctions du métabolisme, quoi. Parce que notre métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Mais si on a trop de ROS, en fait, notre organisme commence à dysfonctionner, entre guillemets, à certains endroits. Il y a certaines réactions chimiques qui se passent pas très bien, qui devraient se passer mais qui se passent plus, ou alors qui se passent pas dans le bon sens. Et comment fait notre corps en fait au quotidien pour lutter contre la fabrication de ces ROS, parce que ces ROS ils sont un peu inéluctablement fabriqués à cause de notre respiration, à cause du fait qu'on est dans un milieu avec beaucoup d'oxygène. Donc notre corps lui il va créer des antioxydants qui vont en fait, comme leur nom indique, vont lutter contre les oxydants, contre l'oxygène et contre les espèces oxydées de manière générale, contre l'oxygène. En fait, les antioxydants, ce sont des molécules qui littéralement vont permettre de se débarrasser, de récupérer les oxygènes et d'éviter la production de ROS à foison, de sorte à ce que ça foute le bordel. Donc normalement, il y a un équilibre dans notre vie. Si tout se passe bien, si on n'a pas de soucis particuliers de santé, notre organisme est censé lutter correctement contre la production de ROS en produisant des antioxydants. Voilà, ça c'est le cas, on va dire, normal d'un fonctionnement d'organisme normal. Sauf qu'en fonction de ce qu'on vit dans la vie, en fonction de où on en est d'un point de vue santé, mais aussi en fonction de ce qui se passe dans notre environnement, en particulier quand on a une exposition au soleil un peu trop prolongée, aux UV par exemple, on peut être sujet à des formations de ROS un peu plus élevées qu'à d'autres moments. Sans pour autant dire qu'on est malade, hein, c'est pas... La formation des ROS, c'est un phénomène qui est naturel et que notre corps arrive à compenser. Mais en fonction de notre lifestyle et de ce qu'on vit au quotidien, il peut arriver que de temps en temps, on ait un peu plus d'espèces oxydantes dans notre organisme qu'à d'autres moments. Et donc, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif, c'est ça, c'est le fait que notre organisme soit un petit peu déstabilisé par une production un peu trop élevée d'espèces oxydantes dans notre organisme due à l'absorption de l'oxygène, quoi. Et c'est là que les UPE interviennent, c'est-à-dire que tu sais que l'organisme de base, il est capable d'avoir cette
toute petite bioluminescence quasi indétectable, mais elle existe. Et en fait, les gens se sont rendus compte, et ils vont étape par étape là-dedans, ils se sont rendus compte que une cellule soumise à un stress oxydatif voit les niveaux d'UPE varier. Donc, les UPE sont un indicateur, et ça, il y a eu beaucoup de travaux, et c'est pour ça que c'est bien documenté, c'est déjà bien établi. Les UPE permettent de détecter si les cellules sont en stress oxydatif ou pas, et à quel niveau et tout ça. Donc ça te permet justement cette détection à distance. Et il y a des travaux qui sont faits, d'ailleurs, je crois que j'ai pris une petite capture, parce que c'était quand même sympa. Il y a une corrélation, bon, pour le redire dans d'autres termes, parce qu'on n'arrête pas de se paraphraser, mais c'est comme ça que vous avez plus de chances de comprendre si vous n'avez pas compris la première fois. C'est qu'en fait, les UPE qui sont émis par la cellule, en fait, le taux, la quantité d'UPE va être directement corrélée au niveau de stress oxydatif de la cellule, quoi. En gros, les UPE sont une sorte de marqueur du niveau de stress oxydatif de la cellule. Donc, si l'organisme subit un stress oxydatif qui peut venir de... Alors oui, on l'a pas dit, mais le stress oxydatif, du coup, il est provoqué par différentes variations dans l'environnement. Eh bien, ce stress pourra être suivi par la mesure des UPE. D'où l'intérêt de développer la détection des UPE, c'est pour avoir justement un suivi qui soit non destructif, puisque comme tu l'as dit, au lieu de faire un prélèvement de cellules ou de devoir échantillonner quelque part sur le corps ou dans le corps, et ben là il s'agit en fait de tout simplement scanner à distance entre guillemets le corps, récupérer les UPE que le corps peut émettre de sorte à cartographier éventuellement les zones où il y aurait les zones où les UPE sont émises, c'est-à-dire à l'entièreté du corps, mais on est même capable aujourd'hui de localement voir où les UPE sont plus émis s'il y a des zones d'émission d'UPE plus intenses, quoi, au niveau du corps. Oui. Quand on a stress oxydatif, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des radicaux libres en excès. T'es en train d'afficher un truc là ? Oui. En excès, et la présence de ces radicaux libres en fait va permettre d'avoir des molécules excitées dans l'organisme, et ces molécules excitées, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont créer de la bioluminescence. Incroyable. Ce que je veux dire, c'est que ça, en gros, c'est le point central de mon explication. C'est-à-dire que ça, d'une part, les travaux sont avérés là-dessus. Il y a déjà quand même un consensus, on voit qu'il y a un consensus qui se dégage dans la littérature et sur plus d'une dizaine d'années, voilà. Et ça, c'est très important pour les chercheurs parce qu'ils ont établi du coup cette corrélation-là, voilà, mais c'est pas qu'une corrélation, on sait d'où elle vient, on voit qu'il y a un mécanisme logique qui est là, yes. Et donc quand on a une cellule en stress oxydatif, on a cette cascade de conséquences. Le stress oxydatif, par définition, c'est radicaux libres en excès à l'intérieur de la cellule, et ces radicaux libres vont créer en fait, c'est justement donc des molécules très agressives, et elles vont avoir tendance à filer de l'énergie aux molécules autour d'elles, et ces molécules vont créer la bioluminescence. Du coup, on a des UPE. Donc voici la correspondance. Et oui. Voici le lien. Et sachant que on avait dit que l'un des facteurs qui agit sur le stress oxydatif, c'est l'âge. L'un des facteurs, mais on a dit qu'il y en a plein d'autres en fait. L'un des facteurs, mais on se dit non, mais il faut qu'ils comprennent les gens que c'est pas, il y a pas seulement, en fait, l'âge, c'est quand on parle d'âge aussi, on parle du coup indirectement de l'âge des cellules, en fait, de leur ancienneté, quoi. Parce que la sénescence cellulaire, c'est ça, c'est le fait que toutes nos cellules vieillissent en fait, même si elles se divisent à force de division justement. Elles ne sont plus exactement les mêmes. Non, mais il faut rappeler quand même ça, que si on n'est pas immortel, c'est parce que nos cellules finissent par vieillir. Donc même si elles se démultiplient, en fait, les nouvelles versions créées des cellules ne sont pas tout à fait des copies exactes,
puisque à chaque division, il y a en fait un vieillissement, enfin un mécanisme de détérioration entre guillemets de la cellule. Du coup, voilà, on voit qu'il y a un lien. Mais attention, j'insiste sur un truc, c'est que le lien, du coup, on voit qu'il est comme ça. Si l'âge va avoir tendance, hein, je dis bien tendance, à on va avoir des cellules qui sont plus en stress oxydatif et ça a à la fin une influence sur les UPE, ça veut dire que les UPE peuvent être un détecteur du vieillissement. On peut discriminer entre une cellule jeune et une cellule vieille. Et là, déjà, on commence à rentrer un petit peu dans le discours qui a été utilisé par Guerlain. Mais qu'on soit bien clair, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge, on a une conséquence sur les UPE. Du coup, les UPE sont un marqueur éventuellement de l'âge, si c'est ça qui nous intéresse. Il y a d'autres facteurs, on l'a dit. Pour réexpliquer, avant de parler de l'âge, d'abord, voilà, le stress oxydatif, tu as écrit le mécanisme. Donc le stress oxydatif, lorsqu'il a lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des radicaux libres en fait, qui sont en excès dans l'organisme, et ces radicaux, en fait, ils vont participer à la création de molécules excitées. Donc c'est des molécules qui vont être dans un état d'énergie très particulier, un peu plus élevé, et ces molécules, en se désexcitant, en fait, elles vont émettre les fameux UPE selon les mécanismes de la bioluminescence dont on a évoqué tout à l'heure. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, voilà, c'est une description un peu générale, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les rouages. Et c'est amusant parce que pendant que tu dessinais, moi je suis allé chercher la figure 1 de la review qui parle justement des UPE. Donc ça, en fait, ce qu'a dessiné, vous voyez la efficience, en fait, c'est la version écrite, manuscrite avec des lettres. Mais si vous voulez la version, en fait, biologique, ouais, je l'affiche actuellement. En fait, je vais vous l'afficher, tac. La version chez les biologistes, c'est ça. Donc ça, c'est tiré d'une review. T'as dit quoi? Je préfère la mienne. Ouais, mais bon. Il y a une différence de rigueur scientifique, on va dire, entre les deux. Là, c'est tiré, donc cette illustration, elle est tirée d'une review qui est très bien, sur laquelle on s'est basé justement tous les deux avec Efficience pour essayer de vous faire cet exposé ce soir, qui est une review qui parle des UPE en général, de la recherche autour des UPE et de leur utilité pour justement développer des moyens de suivre le stress oxydatif. Et ça, c'est typiquement ce que vous voyez sur l'image, le modèle justement qui lie le stress oxydatif à l'émission des UPE. Alors là, si vous n'êtes pas biologiste, vous vous dites c'est quoi tous ces dessins pourris, on comprend que dalle là, avec ces flèches et ces hiéroglyphes de chimistes. Je suis d'accord, tout ce qu'il faut que vous voyez, c'est O2 ici. O2 et O2, c'est quoi? C'est des molécules de dioxygène, donc ce qui prouve qu'en fait, tout simplement, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est le schéma d'une cellule, hein. C'est une cellule avec différents organites là qui sont les composants de la cellule. D'ailleurs au centre, je pense que ça va être le noyau là en violet dégueulasse, mais bon bref, anyway. Donc le dioxygène arrive à l'intérieur de la cellule, et après, bon voilà, il va subir des transformations. Je vais pas rentrer dans le détail, on s'en fout un peu des mécanismes biologiques, enfin on s'en fout, c'est surtout parce que ça a pas trop d'intérêt pour ce soir, mais ce qu'il faut juste un peu imaginer, c'est que cet oxygène, il va participer à la formation de tout un tas de molécules organiques qui sont là avec des R partout. Quand vous voyez des R, en fait, c'est des groupements de molécules, des groupements d'atomes, des groupements d'atomes de carbone la plupart du temps. Donc là, en fait, vous avez tout un tas de molécules organiques, des molécules à base de carbone qui vont intégrer l'oxygène et qui vont même parfois devenir excitées. Donc c'est à chaque fois que vous voyez des petites étoiles, enfin on les voit pas trop, mais il y a des molécules avec des petites étoiles dessinées. Et en fait, ces étoiles, c'est l'état d'excitation. Et si je déplace un petit peu, voilà, pour que vous voyez, l'état d'excitation, quand la molécule va se relaxer pour revenir dans son état normal, elle va émettre ici de la lumière. Vous reconnaissez que c'est de la lumière comment? Parce que c'est écrit nanomètres. En fait, c'est les longueurs d'onde des photons qui sont émis ici à droite. Donc là, vous avez 350 à 550 nanomètres. Ici, vous avez 550 à 750 nanomètres. Là, 750 à 1000 nanomètres. Bon, les nanomètres, c'est des longueurs d'onde qui caractérisent le type de lumière qui est émis. Et en fait, ces lumières, typiquement, elles sont dans la gamme entre des infrarouges et des ultraviolets, et elles passent par le champ du visible en fait. Donc il y a aussi des photons visibles qui sont émis. Donc voilà, sur ce dessin qui paraît très compliqué, c'est juste une description biochimique du mécanisme de formation, d'émission des UPE en sortie, à cause justement de l'action de l'oxygène. Et après il y a tout un tas de bordel au milieu dont je vais pas prendre le temps de détailler parce qu'on s'en fout un peu. Voilà, c'est tout.
Voilà. Je voulais m'apesantir là-dessus parce que ça montre un peu le degré aussi de compréhension qu'on a du phénomène. Et encore ça doit être un schéma très simplifié et récapitulatif d'une des possibilités. Peut-être que, ne connaissant pas le domaine, je me doute que ça doit être plus complexe que juste ce schéma de synthèse, tu vois. Mais voilà, on va pas plus rentrer dans les détails parce que moi-même, c'est pas du tout mon domaine, donc après, plus de raconter de la merde. Et puis on n'a pas besoin parce que... Non, on n'a pas besoin. Mais c'est aussi pour totalement donner du crédit à ces recherches, expliquer aux gens, bah, en fait, ce truc-là, il résulte de décennies de recherche, de biochimistes, de physiciens aussi, de biophysiciens, qui sont penchés sur la question de comment la cellule produit ces fameux UPE, et ils sont arrivés vers ce modèle-là qui a l'air de faire plus ou moins consensus, mais au moins qui est le résultat vraiment de recherches très sérieuses dans le domaine. Voilà, on n'est pas sur du bullshitage de l'infini, quoi. Oui. Un autre exemple du quotidien, voilà, on parlait des UV. Les UV vont être à l'origine de la création de radicaux libres qui eux-mêmes vont induire une augmentation du PE. On sait que les gens qui sont sont au contact d'UV pendant un certain temps, leur peau va se mettre à émettre beaucoup plus d'UPE. Et là, pour boucler justement sur la question des cosmétiques, si vous voulez une crème qui vous empêche de produire des UPE et donc qui protège littéralement la peau de l'attaque des UV et du fait que les UV provoquent justement une dégradation des cellules, vous mettez de la crème solaire. En fait, la crème solaire est déjà une crème qui fait varier vos UPE, en fait, techniquement. Je veux dire, il n'y a pas besoin... Même avant, je veux dire, on peut carrément imaginer des produits cosmétiques qui fassent varier votre émission d'UPE, puisque la crème solaire fait déjà ça. La crème solaire, littéralement, va prendre les UV à la place de votre peau, et donc va limiter la production d'UPE par votre peau indirectement comme ça. Voilà, donc je veux dire, le lien entre produits... Elle protège les cellules et donc du coup, tes cellules sont moins soumises à des déséquilibres et tout ça. C'est ça, donc tu fais varier le taux d'UPE que tu pourrais émettre si tu n'avais pas mis la crème. Donc tu peux techniquement, non, je suis désolé, mais techniquement ta crème elle a bien un impact sur l'émission d'UPE. C'est scientifiquement vrai. Parce qu'il dit au moins cette crème là elle sera un chouïa moins cher. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Non mais pour vous dire que faut pas non plus tout jeter avec l'eau du bain dans cette histoire de marketing foireux. C'est que il y a bien un lien avec les cosmétiques dans cette affaire. Parce que quand vous comprenez qu'une cellule va faire varier son taux d'UPE en fonction de la sénescence, c'est-à-dire l'âge de la cellule, en fonction de si elle est vieille ou pas, en fonction de si elle est soumise aux UV, en fonction de si elle est soumise à une atmosphère avec plus d'oxygène, ou en fonction de si elle est soumise à tel ou tel produit sur la peau, ou à telle ou telle chose, vous comprenez bien que du coup, ça va intéresser les fabricants cosmétiques pour essayer de voir justement, est-ce qu'on peut pas proposer un produit qui puisse réduire d'une manière ou d'une autre l'oxydation, on va dire le stress oxydant de ta peau. Et en fait, c'est le cas quand tu mets c'est déjà le cas entre guillemets quand tu mets une crème solaire. Voilà un lien qui existe en tout cas et qui est relativement legit par rapport à ce qui est proposé par la crème Orchidée Gold machin. Alors justement, j'en profite. Vas-y, profite. Il est temps justement de montrer qu'est-ce qui n'est pas legit, parce que c'est vrai que... Oui, parce que là je suis en train de... On a les vidéos en tête, mais au moins, je ressors une capture d'écran de la vidéo de 1000 grammes et sur lesquels j'ai chopé le texte à un moment qu'on voit dans les documents de Guerlain, et il y a plusieurs... Pardon, je l'affiche plus. Hop. Il y a plusieurs occurrences comme ça, mais si je dois en choper qu'une seule, je prendrai celle-là. Donc c'est un texte en anglais, mais on va vous traduire. On s'en fout du début. Ce qui est le truc intéressant, c'est le texte au milieu. Et donc on a: vos cellules émettent de la lumière à un niveau quantique. Donc à un niveau quantique déjà est un peu discutable parce que c'est juste, on l'a dit, de la fluorescence. Donc bien sûr, il y a des mécanismes quantiques à l'origine, mais la fluorescence qui est déjà connue depuis super longtemps n'est pas moins quantique que ça, quoi. Et après, c'est de la production de lumière tout à fait normale. Donc il y a
n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Donc déjà, là, il y a un glissement, il y a une discussion qui part un peu. Après avoir étudié les cellules, les molécules et les atomes, formulation un peu bizarre, la science va encore plus loin et étudie l'univers à l'échelle des particules quantiques de l'univers, d'ailleurs c'est un peu bizarre. Ces particules quantiques composent la lumière. Les phénomènes quantiques sont la source d'interactions puissantes et ultra rapides. Alors ça, voilà. Pour la première fois, Guerlain applique la science quantique à la biologie de la peau et aujourd'hui, c'est l'approche la plus avancée pour la réjuvénation de la peau comparée à la biologie cellulaire traditionnelle. Oui, pardon, il y avait aussi le chapitre d'après. Donc, en partenariat avec l'université de Palacky, alors ça, ils vont le regretter à mon avis de le dire, mondialement connu pour son expertise en biologie quantique. Ce qui est vrai, pour le coup, l'université de Palacky. Oui, ce qui est vrai, mais déjà... Non, mais c'est marrant comme le texte mélange du vrai et du moins vrai. Quoi. Alors ça, il faut se dire un truc. D'ailleurs, si on doit tirer un truc justement du côté bullshit et charlatanisme, c'est toujours le problème. C'est que il y a pas un gars qui va résister, qui va résister à la critique et tout, sans mélanger du vrai et du faux. Et c'est ça le plus dangereux en fait. Vous avez des interlocuteurs, c'est des gros charlatans et ça se voit en fait tout de suite. Ceux où ça se voit un peu moins, c'est ceux qui commencent à mêler le vrai et le faux. C'est ça le truc dangereux. Ouais. CF Idrissa Berkane, au passage. Mais bon. et donc voilà. Donc Guerlain mesure. Alors regardez, Guerlain mesure la lumière quantique cellulaire. Maintenant, je pense que là, le mot il est. Quand on lit ça, on comprend un peu mieux maintenant le contexte de ce truc-là, qui paraît absolument abracadabrantesque avant, mais là, c'est déjà un peu plus. Ça se comprend vis-à-vis du contexte. Et démontre que cela est corrélé à la jeunesse de la peau. Bah, cette phrase, elle est vraie. C'est corrélé à la jeunesse de la peau. On l'a vu, en fonction de l'âge, il y a la mesure. Un stress. Oui, la mesure. La mesure qui est corrélée, mais on parle toujours pas de traitement. Non, mais attends. Allons étape par étape. Moi, je lis les phrases. Vas-y. Non, mais c'est pour dire comment on crée un speech qui va brouiller les pistes. Et à ce stade-là, il y a des mots, ils ont un peu rien à faire là-dedans, ils sont limites, mais on comprend quand même le discours. Et surtout, cette phrase, j'insiste, elle est vraie. C'est-à-dire, c'est effectivement la lumière quantique, alors quantique, voilà, mais cette lumière-là, cette émission-là, elle est effectivement corrélée à la jeunesse de la peau, parce qu'on a vu que l'âge était un facteur dans le stress oxydatif et que le stress oxydatif agissait sur les UPE. Donc ça, rigoureusement, c'est vrai. Et c'est là où justement arrive la phrase qui démonte tout, c'est en ciblant la lumière quantique cellulaire de la peau, Guerlain agit avec une échelle sans précédent, enfin un impact sans précédent, et accélère et amplifie la restauration de la peau, grosso modo. Là, ça va plus du tout, en fait. Et ça va plus du tout. C'est la dernière phrase qui est fausse. Le reste, c'est juste quoi. Enfin, le reste, c'est soit un peu du bling bling, voilà, un peu. C'est bancal, mais en fait, on peut soit comprendre, soit dire en fait, bah, juste c'est vrai. Mais par contre, ici, ça va plus du tout. Et moi, je voudrais montrer le défaut de logique, le mécanisme vraiment de logique fallacieux qui est derrière. Ce que je veux dire, et c'est pour ça que j'ai insisté énormément sur cette flèche rouge, c'est que de l'âge, on a le stress oxydatif et ça en découle avec un changement sur les UPE. Donc, on pourrait discriminer, par exemple, les cellules en fonction de leur âge grâce aux UPE. Ouais. Mais par contre, ce qu'est en train de nous dire Guerlain, c'est ce truc-là, c'est nous dire, si j'agis sur les UPE, je fais quelque chose sur l'âge. Et ça, pardon, mais c'est complètement con. Je pense que c'est assez clair du coup. C'est comme si je disais, je sais pas moi, je lâche une tasse par terre, je balaye les débris, et du coup, si je balaye le sol chez moi, en fait, je suis capable de reconstituer une tasse, tu vois. C'est vraiment c'est ça. C'est inverser la cause et la conséquence.
Exactement. Donc il est là le degré de stupidité, et il est là par contre le glissement. Et forcément, on vous fait un gros speech où on mêle du bancal, mais pour ceux qui connaissent pas, bah forcément ça passe les filtres, ça peut passer les filtres que nous, alors que nous ça passerait pas, ça passe déjà pas. Mais la logique fallacieuse, elle est uniquement dans cette phrase, et elle est uniquement dans ce sens de raisonnement. Et à un moment, je vais inverser la flèche. Et c'est ça. A implique B, et d'un seul coup, il y a B qui implique A. Et donc, si j'agis sur la lumière quantique, je me mets à avoir la possibilité d'agir sur l'âge de mes cellules. C'est ça, Toff, t'as raison, c'est les UPE, c'est la conséquence, si j'ai bien compris. Oui, la réalité de la recherche, c'est que les UPE sont une conséquence du vieillissement qui induit un stress oxydatif. Donc c'est les flèches, là qu'on voit, les flèches blanches, qui partent de âge. Et donc en fait, si tu fais le raccourci, c'est en gros âge traduit une augmentation des UPE. Mais du coup, ça va dans ce sens-là. Et effectivement, ça va pas dans le sens inverse. C'est pas une augmentation des UPE ou une diminution des UPE te permet de rajeunir, tu vois. C'est exactement ça, c'est l'image de ce que tu as dit. Sinon, c'est quand il pleut, je sors mon parapluie. Donc ça veut dire que si je sors mon parapluie, il va pleuvoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Il y en a plein que vous pouvez inventer comme ça. Exactement, c'est à ce degré de stupidité là, et c'est ça qui est dingo. Enfin, là, je vous ai montré vraiment, je pointe du doigt le cœur du mécanisme. Donc, parce que ce qui est, ça veut pas dire. Ce que je veux dire, c'est que donc Garlin vend un soin, bon. Et on n'a pas de preuves scientifiques. Enfin, ça se trouve, il y aurait un effet, il y aurait un mécanisme, ok. Mais on voit bien que le claim de Garlin, et c'est vraiment dans le discours et à plusieurs niveaux et dans les documents et tout ce que vous voulez, c'est ça qui est mis en avant. C'est le fait de je vais agir sur la lumière et ça me permettra de guérir, enfin de restaurer la peau et tout ça. Et donc là, clairement, rien qu'avec ça, juste avec cette phrase, c'est terminé. C'est-à-dire que le claim est établi. Ce claim, il est stupide à 100%. C'est juste pas possible de justifier l'effet de ton soin par ce biais-là. Et si, ce que je veux dire, c'est que si on se fait l'avocat du diable, et si jamais on me disait, mais en fait, ce soin, enfin, en fait, imaginons c'est un vrai soin. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi la communication porte sur ça qui est complètement débile? Oui. Donc ça décrédibilise le soin dans son ensemble. Enfin, je veux dire, s'il y a un mécanisme et que t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas. T'inventes pas un mécanisme qui en fait, bah, tu peux le débunker. En fait. Ouais. Alors t'as vu le temps que ça nous a pris pour le débunker quand même, hein. Je veux dire, le nombre, combien il y a de personnes, dans le monde qui se sont fait chier comme nous à refaire un état de l'art grossier des UPE pour que finalement on arrive à comprendre le lien logique qu'il y a entre le vieillissement et les émissions d'UPE, sachant qu'il faut introduire ce que c'est que les UPE avant, qu'il faut introduire ce que c'est que le stress oxydatif. Qui s'emmerde à faire tout ce lien logique, en fait, honnêtement, que les giga nerds comme nous, tu vois. Et en fait, c'est tellement une poignée de la population tellement insignifiante que le risque pris par Garlin, il est jouable. Enfin, moi, je comprends, tu vois. Il y a que les connards comme nous qui faisons ça. Je veux dire, c'est normal. Le reste des gens ne vont jamais voir la supercherie. Sauf si voilà, elle a été pointée du doigt en amont, quoi. Mais je te dirais même plus, justement, quelle a été la réaction quand Milgram a commencé à les mettre un peu devant ce truc-là? La réaction, ça a été « je vous redirige sur le poster ». D'ailleurs, ça me fait penser... Et le poster. Maintenant, on peut parler du poster. Parlons du poster, justement. Parce qu'il reste peut-être une dernière défense, parce que là, toi, tu as lu une description commerciale du produit. Exactement. Maintenant, oui, là franchement, t'as pas donné le meilleur argument pour défendre. Enfin, ou plutôt, t'as pris le meilleur argument pour détruire Garlin, tu vois. Mais si on veut être plus honnête intellectuellement parlant, prenons la défense de Garlin qui est celle du fameux poster dont on a parlé un peu tout à l'heure, mais on va en reparler maintenant, qui est finalement leur dernier rempart, on va dire, contre justement les critiques qu'on peut leur adresser. Donc, de quoi parle ce poster ? Donc le poster est dit
un nouveau truc sur les UPE, étude de la peau humaine, enfin des fibroblastes de la peau humaine et de leur sénescence, donc le caractère lié à l'âge. On nous dit, alors je vais essayer donc là comme c'est technique, j'essaye de lire un peu et d'extraire le contenu du message. Ouais, donc, tu peux lire dans ta tête et ouais, vas-y. Au début, déjà, on nous dit le métabolisme biochimique cellulaire, le stress sur le métabolisme cellulaire amène à la formation d'espèces chimiques dans un état excité. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu, c'est le fait que... C'est pour ça que je le relis, c'est pour dire que... En fait, dit vraiment dans le ton. Faut que je peut-être réfléchir aux phrases dans la tête et moi je refais une contextualisation. Okay. Vas-y. En fait, là, ce qu'on est en train de lire, c'est quoi? C'est l'abstract. Donc, l'abstract, c'est quoi en anglais? C'est le résumé du poster qui a été présenté dans le cadre du congrès là, qui a eu lieu début décembre, dans lequel il y a eu des travaux menés à la fois par les équipes scientifiques de Garlin et les chercheurs de l'université à chaque fois j'oublie le nom, mais l'université tchèque, qui sont, que ça soit du côté Garlin que de l'université tchèque, probablement ce sont des recherches très legit. En fait, c'est une collaboration, si vous voulez, pour parler de leurs études sur les UPE, avec un titre qui veut dire une nouvelle découverte sur l'émission des UPE liée au vieillissement, un titre relativement normal et avec un résumé qu'on va vous traduire là dans quelques instants et qui décrit juste le cœur de leur poster, le cœur de leurs travaux de recherche. Et donc là, dans l'introduction, on a un rappel général de ce que sont que les UPE et de l'état de l'art. Avec, normalement, vous allez voir, on va aussi vous dire les quelques phrases qui traduisent normalement la nouveauté, ou du moins ce qu'apporte le poster au niveau de la recherche. Voilà. Donc en gros, c'est amener cette thématique sur la problématique des fibroblastes de la peau humaine. On nous dit sur cette base, l'émission spontanée des UPE donc de ces fibroblastes en relation avec la sénescence cellulaire, enfin l'état de sénescence cellulaire et la réponse au stress oxydatif a été étudiée. Voilà. Donc déjà, c'est le cœur de l'étude, c'est juste d'appliquer finalement ce qui a été vu sur les UPE dans le cadre des fibroblastes en particulier, puisque pour la thématique liée à l'âge. Fibroblastes qui sont des cellules particulières de la peau, je crois. Parce qu'il y a plein de cellules différentes, il y a différentes cellules, je pense, au niveau de la peau. Et s'il y a des biologistes dans le chat, n'hésitez pas à compléter, corriger, bien sûr. Mais voilà, les fibroblastes, c'est juste une catégorie de cellules, mais qui, comme beaucoup d'autres cellules, émettent des UPE, et c'est des cellules en particulier au niveau de la peau, je crois. Donc la cinétique des UPE et des images bidimensionnelles ont été enregistrées en utilisant un tube photomultiplicateur. Ça voilà, donc là c'est juste en gros, on a une caméra un peu high-tech qui permet de... Alors ce qu'ils parlent, c'est ils font une cartographie de l'émission des UPE sur la surface du corps, savoir à quel endroit localement essayer de repérer où sont émis les UPE est-ce qu'ils sont plus émis à un endroit ou moins émis à un autre? Bon, bref. Ça, je traduis, une augmentation des UPE a été observée pour les populations de cellules pour laquelle on les a mis en contact avec du peroxyde d'hydrogène. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les fameux trucs oxydants cette étude démontre que les UPE concernant les fibroblastes démontre que les UPE ont été amplifiés en réponse à ce stress oxydatif. Donc ça c'est classique, c'est exactement le schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est vous mettez au contact de votre peau des espèces oxydantes comme le peroxyde d'hydrogène, ça va créer un stress oxydatif et cascade de réactions là qui va vous augmenter le nombre d'UPE. Donc ça c'est pareil, c'est une description de ce qui est déjà connu, on va dire, dans la littérature scientifique. Et donc, phrase finale, ce travail original a montré que l'émission naturelle de la lumière cellulaire, donc ils emploient la lumière cellulaire pour dire c'est la lumière émise par la cellule elle-même, sont un marqueur biologique approprié
ce qui fait des UPE, des enregistrements des UPE, une nouvelle approche pour l'investigation, enfin l'étude des réponses biologiques durant la sénescence cellulaire et potentiellement pour identifier de nouvelles stratégies pour contrebalancer le vieillissement des cellules, des fibroblastes en fait. Donc tout ce qu'on est en train de nous dire, et c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a expliqué depuis un moment, c'est de dire que ce travail consiste à dire on est en train d'appliquer ce qu'on sait sur les UPE pour les fibroblastes, parce que c'est scientifique, c'est-à-dire on a fait le lien stress oxydatif avec l'augmentation ou la diminution des UPE. Si on est plus ou moins, si la cellule subit plus ou moins un stress oxydatif, on a une conséquence sur les UPE. Oui, mais il faut le faire un peu pour chaque cellule, pour pas dire n'importe quoi. Et donc là, il y a un travail sur spécifiquement les fibroblastes. Les cellules fibroblastes, les fibroblastes de la peau, et dans l'optique de regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'âge. Et donc là, clairement, on a un travail qui s'inscrit totalement dans la lignée de tous les travaux qu'on peut voir depuis 20 ans sur le sujet, avec des chercheurs qui bossent depuis au moins 2010, j'ai vu au moins des publics de 2010 sur le sujet, des chercheurs, je rappelle, qui sont indépendants de Guerlain, enfin qui sont extérieurs à la structure. Après qu'ils aient une collab, c'est autre chose. Mais ils font pas partie de la structure. Ils font partie de l'université de République tchèque. Ouais. Et donc on a quelque chose de tout à fait normal. Et pareil, ce poster, réhabilitons-le comme on l'a dit plus tôt. C'est moi j'ai déjà fait un poster. Enfin c'est tout à fait un travail, ça ne veut pas dire que c'est un travail de mauvaise qualité, c'est souvent d'ailleurs un travail en cours de route en fait, c'est parce que forcément on n'a pas des résultats forcément définitifs ou forcément très impactants qui méritent forcément une publi, ou alors c'est un stade trop prématuré pour faire une publi, et donc forcément on n'a pas forcément un oral, on décroche pas forcément l'oral dans le colloque en question, mais on présente nos travaux de recherche, comme ça permet d'en discuter, d'échanger avec les autres chercheurs, et donc voilà, donc on a un truc tout à fait normal. Par contre, on voit bien que ça cadre pas du tout avec Guerlain. Guerlain nous renvoie à ça pour dire si, on a un mécanisme, voilà, il est à l'étude. Non, on est en train de parler d'un truc qui est à côté de la plaque. Dans le sens, on en est toujours à dire les UPE permettent de monitorer, de suivre, de faire un suivi du stress oxydatif des cellules. Et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et la dernière phrase de l'abstract, elle emploie le mot, on ouvre vers, ça permet d'ouvrir des stratégies de traitement du vieillissement cellulaire, mais par les stratégies de traitement, c'est pas utiliser, c'est pas sous-entendre qu'il faut changer les UPE, enfin, ou utiliser des UPE en fait, pour, enfin, ou créer un, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a une confusion, enfin, dans la dernière phrase, on a l'impression que dans la dernière phrase et la deuxième partie de la phrase, ils sous-entendent que les recherches vont servir à éventuellement créer des traitements, tu vois. Mais attention, les traitements, rien ne dit que ça va être des traitements basés sur le fait d'envoyer des UPE en fait sur votre peau pour de sorte à changer quoi que ce soit. Non, c'est juste que grâce aux UPE, les UPE sont un moyen d'information. On est sur quelque chose qui s'inscrit dans un diagnostic. Et en fait, la grosse différence, elle est là, et on va après conclure doucement là-dessus, mais c'est que ce qu'on sait des UPE, c'est qu'on peut s'en servir comme outil de diagnostic pour relever un certain nombre de conditions de santé chez différents patients, notamment le stress oxydatif, on l'a vu, mais si vous regardez la littérature concernant les UPE, en fait, vous allez remarquer que les UPE permettent de suivre et de mettre en évidence certaines conditions médicales qui d'habitude peuvent être mises en condition que par un échantillonnage sur ou à l'intérieur du patient. Mais bon, bref. Et donc les UPE, c'est un formidable outil de diagnostic pour faire de la mesure, pour faire de l'analyse en fait. Mais en aucun cas, les UPE sont prétendument utilisés pour faire un traitement, enfin comme traitement quoi. C'est ça la et là c'est là où il y a eu un retournement de la part de Guerlain, c'est qu'ils ont transformé le diagnostic en un traitement. Au lieu que ça soit un outil d'analyse, ils l'ont utilisé comme outil de traitement d'une condition. Alors que là, cette pirouette, en fait, elle sort de nulle part. Elle n'a aucun fondement scientifique. La littérature n'utilise les UPE, mais que comme
moyen de diagnostic, encore une fois, comme moyen analytique et pas moyen de curatif, de traitement contre la maladie. Ça peut suivre certaines maladies, mais ça ne peut pas les traiter. Voilà, c'est tout. Si vous avez compris ça, vous avez compris le cœur du problème. Ce qu'il faut imaginer là-dessus, c'est que ça permet de dire, bon bah voilà, maintenant j'ai ce moyen-là, c'est-à-dire si, en gros, ça veut dire je regarde des cellules, je relève leur niveau d'UPE, je vois qu'il est à temps, maintenant ces cellules, je leur applique un soin, un vrai soin, on va imaginer, et s'il y a un vrai soin d'impliqué, ça doit réduire le stress oxydatif, et donc les UPE, s'ils diminuent, ça va m'indiquer que le stress oxydatif a diminué et donc que mon soin est bien en train d'agir. Oui, voilà, c'est ça. Le produit est bien un soin. Pardon, je me suis un peu mal exprimé. C'est on teste un produit et on peut voir les effets de ce produit parce qu'il faut trouver comment savoir. Typiquement la crème solaire, quoi. C'est en train d'agir. Crème solaire, ça marche. Oui, mais ouais. T'aimes pas c'est exagéré comme ça. Mais non, parce que ça induit un truc fallacieux là. Comment ça, il y a un truc fallacieux? Bah non, ça réduit littéralement le stress oxydatif, la formation des radicaux. Oui, mais tu vas pas dire que c'est par exemple, selon cet argument-là, tu pourrais dire c'est un traitement contre l'âge. Et c'est pas ça. C'est juste de dire que ça prévient quelque chose, ça protège de quelque chose. Oui, mais ça n'empêche pas le mécanisme de vieillissement. Oui, parce que ce qui est à l'origine des UPE, c'est pas que l'âge, c'est pas que les mécanismes de vieillissement. C'est tout, c'est ce qui est lié au stress oxydatif de manière générale. Mais comme le stress oxydatif, il peut être généré par plein de choses, dont la sénescence cellulaire, du coup, ça fait que tu peux pas... un produit peut éventuellement si un produit te réduit tes UPE, c'est pas forcément que ça touche à la sénescence en elle-même, ça peut toucher à d'autres éléments, comme là, dans le cas de la crème solaire, c'est les UV, l'impact des UV sur sur la formation des radicaux libres et donc la génération de... Bien sûr, quand tu vas faire des expériences, il va falloir faire en sorte que tu puisses dégager l'effet des facteurs qui ont été identifiés et qui ne t'intéressent pas. Donc voilà, c'est ça le boulot, hein. Et c'est complexe, bien sûr. C'est pour ça que c'est un vrai domaine de recherche avec vraiment des réels efforts, avec des réelles équipes, etc. etc. Yes. Bon, si on concluait un peu. Si on concluait. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En conclusion, ça vous montre vraiment... Même moi, en fait, ça me montre le truc. Bien sûr, je suis pas né de la dernière pluie non plus, mais ça permet de voir à quel point comment fonctionnent des équipes marketing, comment fonctionne une communication, ça vous montre, ça vous prouve clairement à quel point... Et ça, c'est mon reproche, c'est un reproche général. C'est pour ça que je n'aime pas le marketing, c'est à quel point on peut tout se permettre. Parce que c'est pas la même qualité d'interlocuteur, qualité dans le sens, en qualité de scientifique, moi, je m'exprime. En qualité de marketeur, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut faire, et il n'y a pas de restriction, hein, on va pas foutre les gens en prison pour ça, mais moi je trouve que c'est pas normal parce que ça induit des dégâts entre guillemets sur la connaissance. Ça a déjà été montré, mais en tout cas ça vous montre comment ça fonctionne, ça vous montre jusqu'où ça peut aller entre guillemets, et je dirais tant mieux qu'il y ait ce tollé, hein. Pour moi ce tollé il est tout à fait bienvenu, ça fait du bien pour notre communauté scientifique, je pense, parce que ça permet un peu de redorer le blason et de dire, de montrer ce qui est communiqué, et de montrer qu'il y a une communauté derrière qui n'est pas du tout d'accord, et ça permet de remettre un peu les choses à plat. J'espère que ça va induire... Ouais. J'espère que ça va être que Guerlain va être pris, que leur produit en tout cas va être pris comme exemple à ne pas reproduire dans le futur, et que ça va servir de modèle pour les autres fabricants qui voudraient se lancer dans ce genre comment on parle ça, de charlatanisme, hein, de pseudoscience, hein, très clairement. Et donc ouais, comme tu dis, je me joins à toi pour faire un gros big up à tous les acteurs et actrices qui ont participé à la mise en évidence de la supercherie, et donc évidemment Milgram en première, en tête de proue, j'ai envie de dire, puisque c'est lui qui a
popularisé l'affaire et qui a fait en sorte qu'aussi que, à plein de scientifiques de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc gros big up à lui. Et aussi voilà, merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et de leur expertise pour essayer de débusquer l'affaire, quoi. Parmi les vulgarisateurs, et même pas vulgarisateurs, hein, les gens du scientifique et les gens du grand public qui ont insisté pour mettre ça en avant, quoi. Donc c'est important, et effectivement, moi je suis agréablement surpris que ça ait pris cette tournure-là, parce que ça prouve que quelque part, l'esprit critique, on en a besoin, tu vois. Souvent, on se fout de la gueule des zététiciens, ils sont un peu dans leur monde, là, un peu lunaire, un peu à faire les gros cerveaux avec leur biais cognitif, je sais pas quoi, là. Mais bon, ils ont leur utilité quand même, les zététiciens. Non, hein. oui, On a oui, beau oui. leur envoyer, les envoyer bouler et voilà. Hein. Bon, et des fois, ils servent. Non, mais blague à part, l'esprit critique, c'est quelque chose quand même de relativement utile à tout point dans la société. Et on a besoin de gens comme ça aussi qui arrivent à mettre le doigt sur les abus et les communications foireuses. En fait, c'est de la manipulation, c'est vrai. Hein, on pourrait dire qu'on manipule sciemment le grand public pour pouvoir vendre et faire faire de l'argent, tout simplement. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière, mais je suis content que ça soit exposé en grand jour, parce que ça a été rarement aussi bien exposé, et parce que là, ça touche une maison prestigieuse qui est là depuis longtemps et qui se vante d'être à un haut niveau de scientificité dans ses recherches. Au final, en fait, en étudiant la question, moi, j'ai même pas spécialement envie de remettre en question les scientifiques, parce que les scientifiques de Garlin, j'entends, parce que c'est pas eux qui sont à l'origine de la communication, vraisemblablement. Quand tu vois l'abstract du poster, l'abstract du poster, il semble pas sorti de nulle part, enfin il choque personne en fait. D'un point de vue science, c'est complètement legit ce qu'ils ont écrit a priori. Et puis même si ça l'était pas tant que ça, et que les critiques du domaine ils te diraient ouais, ça c'est un peu faux, bon, c'est aussi comme ça que la science marche, tu vois. Donc moi je remets pas spécialement en cause en fait les résultats de recherche de Garlin, mais en fait ce qu'il faut remettre en cause dans l'histoire, c'est le service marketing, communication en général de la société en fait. C'est le fait qu'il n'y ait pas de... Enfin, on a l'impression que ils peuvent tout se permettre, quoi. Mais pardon, tu parlais, il y avait un point là que je voulais évoquer, justement, tu me l'as évoqué, puis je l'ai paumé. Donc, je pense qu'ils sont consentants. En fait, je sais pas. Vous savez, tu sais, dans les grosses structures où il y a un impératif de faire absolument du chiffre, je suis pas sûr qu'on écoute tant que ça non plus les scientifiques, tu vois. Et peut-être qu'il y a eu un échange ou deux, tu vois, entre les équipes. Franchement, on sait pas. Franchement, j'ai pas envie de parier sur la manière dont cette communication a été créée. Et peut-être que les scientifiques n'ont même pas été consultés, ou peut-être qu'ils ont été consultés, ils leur ont fait un débrief pour leur expliquer la teneur de leur recherche, et après... le service marketing a pris une liberté totale pour inventer quoi que ce soit, et après les scientifiques ont découvert sur le tas, comme nous tous, ce qu'ils avaient écrit, tu vois. Je sais pas, hein. Franchement, non, on peut pas parier là-dessus. C'est une opinion, je ne peux pas savoir le fin mot, mais ma conviction, c'est que vraiment, au contraire, ça ne l'est pas, pour plusieurs raisons. C'est quand ce sont des si grosses structures, effectivement, enfin, tout est structuré en pôle, et du coup, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de communication. Le but de Guerlain, c'est de faire de l'argent, hein. C'est une société, c'est une entreprise. C'est de vendre, et donc lucratif. Là, ils se sont dit, on veut mettre un nouveau produit sur le marché, comment on fait? Et on a une équipe marketing, faites votre boulot, enrobez ça comme vous voulez. Je rappelle aussi que dans la vidéo de Milgram, il est montré clairement qu'il n'y a pas, ça c'est clairement, ça défonce aussi la crédibilité. Il n'y a pas, dans le descriptif, il n'y avait pas de chercheurs affiliés encore au discours qui avait été pré-rédigé. C'est-à-dire, il y avait
rédigé comme quoi il y avait un spécialiste de mécanique quantique, enfin même pas de sciences quantiques sur le sujet, mais il n'était pas dévoilé, alors que tous les autres, il y avait même marqué directeur de marketing Intel, directeur machin, et le directeur scientifique n'était pas mis. Donc ça montre bien une manipulation où tu dis clairement, on prépare toutes les slides machin, et à la fin on trouvera quelqu'un où on verra quelle sera la tête à mettre après. Mais c'est évident que si tu la mets a posteriori, ça montre bien qu'il n'y a personne en fait derrière. Donc tu peux avoir ton équipe scientifique, mais de toute façon, tu n'as pas encore... Enfin, ça se voit que c'est pas relié du coup. Ça se voit que ce qui se passe au niveau marketing n'a rien à voir. C'est géré de manière indépendante et tout ça, et n'a rien à voir avec les recherches qui peuvent être effectuées dedans. Yes. Et voilà, mais ça vous montre les mécanismes. Après, ne soyons pas dupes, hein. Là, Guerlain est un symbole. Est un symbole, et c'est pas... Ça montre... Enfin... Ils ont franchi un stade, mais ça montre aussi que la communication sur tout un panel de produits et tout peut partir dans ces biais-là, et part dans ces biais-là. À cause de l'appât du gain, quoi. C'est l'appât du gain qui pousse ça. L'appât du gain, mais je te dirais même tout simplement la concurrence. Si tu es là et tu commences à être honnête, alors qu'à côté, il y a des discours qui vont être sensationnalistes, en tant que consommateur, et parce que tu ne te renseignes pas, tu vas avoir envie d'aller au sensationnalisme. Regarde, si tu es honnête sur la crème et que tu disais, bah voilà, oui, on va jouer sur les effets de l'âge avec tel petit mécanisme. Mais là, la crème, elle paraît incroyable avec toutes ces histoires. C'est l'orchidée de machin, avec des effets quantiques, et puis on contrôle la lumière et tout. Et puis il y a 20 ans d'expertise. On ne sait pas de qui, mais il y a 20 ans d'expertise qui ont été dépensés sur le sujet. Et le produit, il vaut 650 balles. Donc il doit, franchement, ça doit envoyer à ce prix-là. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein. Le prix, un prix élevé ajoute au prestige. En plus, c'est une marque de luxe, mais même ça ajoute, hein, faut pas oublier les effets placebo, c'est clair et net. Si on vous envoie chez un médecin qui prend très très cher, eh ben vous vous sentirez beaucoup mieux que si vous allez voir un médecin qui est peu cher. Le prix a une incidence, parce que ça vous donne l'impression d'avoir un meilleur produit ou une meilleure prestation. Hein. Donc tout ça est là, quoi. Tout ça existe, et voilà un peu comment ça se passe. Et c'est un peu un cas d'école, quoi. Et je remercie le réveilleur pour le raid. Merci beaucoup. Il vient de nous réveiller là. Ça y est, c'est l'heure du réveil. Réveillez-vous, réveillez-vous. Let's go. Réveillez-vous. Merci beaucoup, 55 personnes qui viennent de débarquer. Bah, vous arrivez plutôt sur la conclusion, bah, justement. Hein, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous taper le reste du live. On a fait une réinspection en profondeur de l'affaire Guerlain sur le plan scientifique, en revenant sur les éléments, les allégations évidemment qui ont déjà été démentis débunkés, on va dire, par tout un tas d'influenceurs, dont Milgram. On en a pas mal parlé de ces vidéos. Il y a aussi une intervention de Julien Bobroff hier en live. Nous, on est revenu pour compléter des éléments qui nous ont paru manquants dans toutes ces interventions. C'est l'aspect scientifique qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même dans toute cette histoire toute une littérature autour des biophotons qui sont au cœur justement des allégations, et qui pourtant sont complètement legit, puisque c'est un champ d'études qui existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années, avec tout un tas de papiers sortis par des équipes très sérieuses de recherche, qui ont pu mettre en évidence l'effet existant déjà de l'origine des fameux biophotons qu'on appelle les UPE dans leur langage, et comment ces UPE peuvent être utilisés aujourd'hui à des fins de diagnostic pour, entre autres, suivre le stress oxydant, mais pas que, puisque aujourd'hui c'est même... pour le moment encore en développement bien sûr, mais ça peut même être utilisé pour suivre certaines maladies particulières. Voilà, j'en dis pas plus, il faut aller voir la review qu'on peut partager dans le chat d'ailleurs si tu veux bien la partager. On vous partage une review un peu générale sur les UPE si ça vous intéresse, ou l'Orgibus si tu veux le faire, c'était le lien de l'Orgibus. Bon, bref, tout ça pour dire que cette soirée était vraiment beaucoup plus consacrée sur l'aspect legit et scientifique qui avait derrière justement le scandale Guerlain, parce que en réalité ils ne sont pas partis de rien, Guerlain bien sûr, ils sont partis sur un certain nombre de recherches que
dans lesquels eux-mêmes ont un pied. Donc c'est aussi ça qui est intéressant et ce qui n'a pas forcément été bien éclairci par les autres contenus qu'on peut trouver. Donc voilà, ce live permettait de rapporter une contribution un peu plus scientifique pour mieux comprendre aussi là où était l'entourloupe, parce que c'est ça en fait, on s'est rendu compte en comprenant le lien entre les UPE, le stress oxydatif et le vieillissement, que justement il y avait une sorte de retournement de la logique dans la communication marketing qui fait que le discours n'avait plus de sens, et en fait en prenant pas à pas les différentes notions, en les réexpliquant, pardon, on a réussi quand même pas mal à comprendre le cœur du problème, et en essayant de rendre ça le plus clair possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, parce qu'on arrive plutôt sur une fin de live, et puis on a conclu avec différents petits messages. Globalement, on est content que l'affaire ait été révélée au grand jour, entre autres par Milgram, et on est content que... Enfin, on est content. Voilà, Garlin va... on est plutôt content que voilà, une supercherie soit aussi mise en avant, parce que ça va peut-être, encore une fois, servir d'exemple pour tous les autres fabricants de cosmétiques ou autres. Et voilà, c'est un bon symbole. Ouais, les charlatans. C'est un bon symbole aussi par rapport à l'esprit critique et par rapport au fait que je pense que Internet aujourd'hui, ou du moins une partie d'Internet, est un peu plus consciente de ces scandales, et grâce à la, entre guillemets, magie d'Internet, on est capable de mieux pointer du doigt les problèmes comme cela. Donc voilà, plutôt... C'était une affaire, c'était un cas intéressant qu'on va clôturer maintenant. On n'aura pas d'autres occasions d'en reparler, je pense, mais c'était suffisamment intéressant, et puis le contexte scientifique derrière était suffisamment intéressant aussi pour qu'on s'y attelle et qu'on vous le présente ce soir.